Et alors que le monde a les yeux rivés sur le coronavirus, cette question est si les maladies tropicales avaient autant d'attention que la Covid-19. C'est l'objet de votre article, Francine Toumi. Bonsoir, article paru dans la revue scientifique Nature. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, directrice générale de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Francine Toumi, à quelle maladie pensez-vous en premier lieu et quels sont les chiffres sur le continent ? Alors, je pense évidemment d'abord, bonsoir Lydia et merci pour l'invitation. Alors, je pense au paludisme, au VIH, SIDA et à la tuberculose. Ces trois maladies à elles seules font 250 millions de cas par année et 2,5 millions de morts. Donc, cet article avait pour but d'attirer l'attention et si on regardait, on avait un peu plus d'attention sur ces maladies qui tuent tant par année dans le monde. Et ce que vous dites dans cet article, c'est justement que l'on aurait pu éliminer ces maladies si les autorités avaient mis autant de moyens que dans la lutte contre la Covid. Absolument. Quand on voit le nombre de candidats vaccins pour prévenir cette maladie, tous les efforts mis en place pour la Covid, évidemment, c'est très bien, nous nous en réjouissons, mais nous sommes certains que certaines de ces trois maladies auraient pu être éliminées ou tout au moins mieux contrôlées. Ce qui n'est pas le cas. On n'a toujours pas de vaccin contre le paludisme à ce jour. Et pourtant, Madame Ntoumi, vous-même, vous avez mis de côté vos travaux de recherche depuis 20 ans sur le VIH, la tuberculose, le chikungunya, pour vous consacrer à la Covid-19. Oui, bien sûr, parce que là, ça fait appel au manque de ressources de nos pays. Je dirige un laboratoire de biologie moléculaire pour le diagnostic de la Covid. Il faut des laboratoires de biologie moléculaire. Donc, il fallait me mettre au service de mon pays pour répondre à la riposte. Et tous les scientifiques se sont mis au service pour pouvoir diagnostiquer la maladie, parce que bien évidemment qu'elle nous faisait peur, mais qu'elle était nouvelle et nous devions répondre présent. Et comment réagissent justement les politiques face à tout cela, Covid versus paludisme par exemple, et surtout y a-t-il des financements africains ? Alors, très intéressant, parce que les financements, par exemple, pour le paludisme, depuis 2010, les financements des pays endémiques, l'Afrique, en tout cas, paie le plus lourd fardeau au paludisme, les financements sont toujours les mêmes, un peu moins d'1 milliard de dollars, alors que les besoins sont de 6,5 milliards par année pour pouvoir avoir vraiment une solution efficace pour la maladie. Mais pour la Covid, on a vu très vite nos gouvernants réagir, mettre des fonds en place pour cette maladie. Ce qui est fortement apprécié montre aussi que nos gouvernants sont capables de comprendre que la recherche est importante pour résoudre les problèmes de santé. Donc j'espère qu'à partir de là, ils ont compris qu'ils doivent soutenir le paludisme, parce que pour le moment, leur soutien n'est pas suffisant pour pouvoir résoudre ce problème, sachant que le paludisme est la maladie de l'Afrique en particulier, même s'il y en a en Asie du Sud-Est, mais nous payons le plus lourd fardeau à cette maladie. Et dans la même veine, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que les politiques africains soutiennent suffisamment les scientifiques africains ? Non, parce que depuis la déclaration d'Abuja de l'Union européenne en 2007, ils étaient supposés mettre 1% du produit intérieur brut pour la recherche. Ce n'est pas le cas. Et là, toutes ces épidémies, il y a eu épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, au Congo démocratique et d'autres épidémies, cela n'a toujours pas permis de faire réagir et de se rendre compte qu'il est important qu'il y ait un minimum de recherche menée par les scientifiques locaux. On ne peut pas attendre des parachutages de scientifiques européens ou américains pour venir résoudre nos problèmes. Il faut que nous soyons au charbon, mais cela tous les jours. Donc, ils doivent prendre conscience. Et j'espère que la Covid est une opportunité pour leur faire comprendre qu'ils doivent vraiment mettre les moyens. Un mot peut-être sur cette actualité, justement, le vaccin AstraZeneca, que l'Afrique du Sud a refusé pour miser plutôt sur Johnson & Johnson. Vous en pensez quoi ? Alors, je trouve que c'est très bien.
et je m'en réjouis. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une décision de l'Afrique du Sud basée sur des faits, basée sur la science menée par les scientifiques sud-africains. Qu'ont-ils constaté? Que le vaccin Johnson & Johnson répondait à leurs besoins. Il a une efficacité de 85% pour les cas sévères et les hospitalisations. Et la plupart des cas sévères et des hospitalisations sont dus aux variants. Tous les autres vaccins n'ont pas montré une telle efficacité pour résoudre ce variant qui est leur problème en Afrique du Sud. Donc pour moi, c'est une décision basée sur des faits. Et donc pour moi, c'est une très bonne décision. Et là, ça montre, j'espère que c'est une leçon pour les autres pays africains, se rendre compte qu'il ne faut pas forcément faire du copier-coller d'une décision prise à Paris ou prise à Londres ou à Bruxelles et la copier pour nos populations. L'Afrique du Sud a décidé par rapport à la situation de sa population. Et dans la série des épidémies, il y a aussi la rougeole qui a repris de plus belle dans une quinzaine de pays africains. Madame Toumi, je vous propose de nous rendre à Kinshasa, dans un centre de vaccination contre la rougeole qui a vu sa fréquentation baisser. On revient vers vous. Une fois par semaine, la petite maternité Christou Mobikissi reçoit une quarantaine de mamans et leurs bébés. Après quelques brèves explications en salle d'attente, il faut d'abord procéder à la pesée. 5 kg. Puis vient le moment fatidique. Pas toujours agréable, mais indispensable. Rougeole, polio ou BCG ce jour-là. Ici, les nourrissons sont vaccinés contre toutes les maladies infectieuses. Mais avec l'épidémie de Covid-19, les infirmières du centre de santé constatent une baisse de la fréquentation. Le nombre a diminué puisque les parents ont peur d'abord de fréquenter les milieux hospitaliers. Selon eux, puisqu'ici, ils ont peur qu'ils peuvent venir attraper le coronavirus puisque l'hôpital reçoit tout le monde. C'est pourquoi certaines ne viennent plus au rendez-vous. Et pour cause, certains personnels soignants manquent en effet d'équipements adéquats pour se protéger eux, ainsi que les parents et les enfants. Selon l'UNICEF, sur les 2 premiers mois de l'année, le taux de vaccination a diminué de 2 à 10% en RDC par rapport à la même période en 2019. Une situation qui préoccupe profondément ce pédiatre. Selon lui, la médecine n'est pas assez considérée dans le pays et les croyances encore trop ancrées. Ce n'est pas facile de convaincre les parents de pouvoir faire vacciner leurs enfants s'il y a un problème de niveau intellectuel. Vous imaginez lorsque certaines églises dites de noirs disent que tout ce que les blancs font, c'est pour éliminer la race noire. Et en matière de religion, il n'y a pas de calcul. Les gens y croient ou ils n'y croient pas. Une baisse du taux de vaccination qui fait désormais craindre une résurgence des maladies mortelles dans le pays, telles que la polio, la rougeole ou la fièvre jaune. Voilà, on l'a entendu, manque de moyens, idées reçues, vaccin pour éliminer la race noire et depuis 1 an, peur d'attraper le corona en milieu hospitalier. Autant de freins pour lutter contre les autres maladies, visiblement, qui viennent de la population elle-même. Comment gérer cette situation, Madame Toumi ? Alors, en ayant une très bonne communication et en se faisant aider par les sociologues locaux qui connaissent très bien comment parler à la population, quels sont les mots à utiliser et quels sont ceux qu'il ne faut pas utiliser. Malheureusement, souvent, les sociologues locaux sont mis de côté et les ripostes sont faites sans eux. Voilà. Un dernier mot peut-être, Madame Toumi, sur la résurgence d'Ebola dans l'est de la RDC. Il y a 3 jours, une femme est décédée de la maladie, alors que le pays avait annoncé il y a 3 mois la fin de l'épidémie précédente. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique centrale serait prête à la riposte si éventuellement épidémie il y a ? L'Afrique centrale, vous savez, est une zone où ces épidémies, malheureusement, sont récurrentes. Et je pense qu'à chaque épidémie, nous apprenons à mieux nous organiser et à mieux réagir. Mais encore une fois, il faut continuer les infrastructures des laboratoires et des personnels qualifiés, capables d'identifier très vite l'apparition de ce virus et des autres virus qui apparaîtront. Donc, ça veut dire que c'est une lutte au quotidien. Ebola, finalement, c'est pas que lorsqu'on le voit, on voit un malade, mais c'est au quotidien. Tant qu'on la recherche n'aura pas mis le doigt sur le réservoir, ce seront des épidémies récurrentes au travail et il faut que nos gouvernants nous donnent les moyens de pouvoir répondre aux questions
Ebola et d'autres infections et d'autres épidémies présentes ou à venir. Francine Toumi, merci. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, directrice générale de la Fondation congolaise pour la recherche médicale.